À tous, merci d'être présents pour écouter ma communication Vampiros Lesbos ou Quand les femmes aiment le sang et les femmes de Dracula's Daughter à Carmilla. Je remercie le Laboratoire des Imaginaires d'avoir accepté ma proposition et je le remercie également d'organiser cet événement malgré la situation sanitaire. J'en profite pour les sensibilités, j'en profite pour rappeler que ma proposition contient des images au caractère sexuellement explicite. Protéger les femmes de Londres de la fille de Dracula, exhorte l'accroche publicitaire du film Dracula's Daughter à l'occasion de sa sortie en 1936. La menace est en effet double. Il ne s'agit pas seulement de protéger les femmes d'une créature qui suce le sang de ses victimes, mais de les protéger d'une autre forme de prédation, une prédation homosexuelle. En effet, dès ses débuts dans la littérature du XIXe siècle, la femme vampire se double immédiatement de la figure de la femme fatale menaçante à la sexualité libérée. Et cette libération passe par une attirance homosexuelle revendiquée. Car, par son indépendance et son appétit sexuel insatiable, la femme vampire représente un danger pour l'ordre moral et la société patriarcale. Du cinéma d'horreur hollywoodien des années 1930 à l'explosion du sous-genre dans les années 1970, jusqu'aux mises en scène plus récentes qui offrent de nouvelles perspectives sur ce cliché, on constate une évolution progressive de la figure de la vampire lesbienne au cinéma. D'une figure construite à partir d'un regard masculin hétérosexuel qui fantasme l'homosexualité féminine à une revendication égalitaire à partir des années 1980 qui voit la figure de la vampire réappropriée par la communauté LGBT+. Je propose d'étudier la manière dont la figure de la vampire lesbienne s'est construite au cinéma depuis le Dracula's Daughter de 1936 jusqu'au remake de Carmilla en 2019, dans le but d'identifier ce que ce cliché dit de la sexualité, de la féminité et de l'articulation de ces thèmes à la société. Mon introduction au propos va être un peu longue car elle nécessite de poser le contexte historique et social derrière le développement de ce cliché. Derrière la figure de la vampire, on peut tracer la généalogie d'une légende ancestrale et universelle, celle de la succube. La croyance en ce démon semble avoir une origine commune avec des démons ou des créatures comme les harpies, les sirènes, les ghouls, les lamies ou encore les striges, des créatures particulièrement féminines. Toutefois, c'est en Europe et au XVIIIe siècle que se popularise la figure du vampire à proprement parler, puis au XIXe siècle que se développe plus spécifiquement la figure de la femme vampire. Avant que la figure du vampire masculin ne devienne la plus populaire, le vampirisme s'est pensé et écrit au féminin. En particulier, ce sont autour de deux figures que vont se cristalliser et se construire la figure de la femme vampire. La première est la légende de la comtesse sanglante. Élisabeth Bathory des Hexèdes est une comtesse hongroise de la famille princière des Bathory, née le 7 août 1560 et morte le 21 août 1614. Les accusations d'un pasteur luthérien et de nombreux témoignages à charge font d'elle l'une des plus célèbres meurtrières de l'histoire hongroise et slovaque. Après la mort de son mari, elle et 4 complices supposés sont accusés de sévices et de meurtre de jeunes filles et de jeunes femmes, dont le nombre reste incertain. Son origine noble lui évite un procès et l'exécution, mais en 1610, elle est emprisonnée dans son château de Kasic, pardon pour la prononciation, où elle restera jusqu'à sa mort. Les chefs d'accusation sont cependant parfois discutés par les historiens du fait qu'il n'existe pas de preuves en dehors de témoignages obtenus sous la contrainte et sous la torture. Par ailleurs, aucun corps n'a été retrouvé. Ses premières victimes auraient été de jeunes paysannes de la région, attirées par des offres de travail. Plus tard, elle aurait commencé à tuer des filles de la petite noblesse, envoyées chez elle par leurs parents pour y apprendre l'étiquette. Le cas de Bathory a inspiré de nombreuses histoires et légendes, selon lesquelles elle se serait baignée dans le sang de ses victimes, pour garder sa jeunesse, ce qui lui vaut encore aujourd'hui le surnom de comtesse Dracula. La deuxième référence qui vient nourrir la figure de la vampire lesbienne n'est pas une légende, mais un mythe littéraire. Celui de la vampire Carmilla, issu du roman court du même nom, roman fantastique de l'écrivain irlandais Sheridan Le Fanu, est paru en 1872 et qui appartient au genre du gothique.
Il précède ainsi le roman de son compatriote Bram Stoker, Dracula, paru en 1897, dont il est l'inspiration majeure. Son résumé est le suivant. Dans un château de la lointaine Styrie, au début du XIXe siècle, vit une jeune fille solitaire et maladive. Lorsque surgit d'un attelage accidenté, la silhouette ravissante de Carmilla, une vie nouvelle commence pour l'héroïne. Une étrange maladie se répand dans la région, tandis qu'une inquiétante torpeur s'empare de celle qui bientôt ne peut plus résister à la séduction de Carmilla. Le charme et l'attraction qu'exerce la mystérieuse Carmilla sur la jeune Laura, qui tente de lutter contre son désir homosexuel présenté comme anormal, participent à faire de la vampire lesbienne pas seulement une créature fantastique dangereuse, mais surtout une femme fatale sexuellement dépravée. À partir du XIXe siècle, ces deux figures deviennent les modèles essentiels sur lesquels se construit la figure de la femme vampire et de la vampire lesbienne, jusqu'à opérer un syncrétisme des deux. En effet, Carmilla est une servante invocable dans Fate Grand Order. Sa biographie dans le jeu révèle que sa véritable identité est celle d'Elizabeth Bathory. Plus que la littérature, c'est le cinéma qui s'empare de cette figure, car les débuts du cinéma d'horreur dans les années 1930 permettent au réalisateur de confronter le spectateur à la recherche de sensations fortes, à des figures monstrueuses, menaçantes et corrompues moralement. Cette idée de corruption morale chère au cinéma hollywoodien des années 1930 nécessite d'évoquer l'influence du code Hays sur le cinéma d'horreur qui a influencé durant les décennies à venir la représentation de l'homosexualité au cinéma et par conséquent celle de la vampire lesbienne. Le code de production du cinéma américain, ou Motion Picture Production Code en anglais, établi en mars 1930 par le sénateur William Hays, avait pour but de réguler la production des films. Il s'agissait d'une volonté de moraliser l'industrie du cinéma et offrir un exemple d'autorégulation à la suite de plusieurs scandales qui ont secoué le Hollywood des années 1930. Ces principes généraux concernent la représentation des crimes, de la décence, de la sexualité, de la patrie ou encore de la religion. En matière de sexualité, les films doivent suggérer que la promiscuité sexuelle n'est pas normale, car elle sort du cadre strict de la famille et du mariage. Les réalisateurs utilisent donc des métaphores pour signifier les rapports sexuels. On peut penser au train fonçant dans un tunnel, qui symbolise l'acte sexuel dans La mort aux trousses. L'homosexualité est quant à elle comprise dans l'impératif. Toute référence à la perversion sexuelle est formellement interdite. Les réalisateurs doivent donc opérer un cryptage des références à l'homosexualité et ne doivent pas la représenter de manière positive. Ce cryptage des codes a particulièrement été utilisé dans le cinéma d'horreur, dans lequel la monstruosité, c'est l'anormal, ce qui sort de l'ordinaire. En effet, dans le cinéma hollywoodien des années 1920-1930, la monstruosité est marquée par la différence. Dans son ouvrage The Philosophy of Horror, Noel Carroll établit les critères de ce qui constitue un monstre. Le monstre doit être un être qui existe au-delà de toute compréhension scientifique conventionnelle et doit être perçu par le spectateur comme impur. Cette idée de jugement subjectif du spectateur est avant tout liée à une norme. Qu'est-ce qui est pur ? Par extension, qu'est-ce qui est normal dans la société ? La société définit une norme de pureté qui exclut, dans le domaine de la société, les relations qui sortent du cadre du cercle de la famille traditionnelle et qui comprend donc les relations homosexuelles. Par une marque physique, qu'il s'agisse d'une difformité, le spectateur est invité à percevoir les signes d'une corruption de l'être, et plus particulièrement une déviance sexuelle. La monstruosité rejoint l'idée de pureté. La monstruosité physique traduit une impureté morale. Et pour le cinéma hollywoodien des années 1930, quoi de plus impur moralement que l'homosexualité ? À la suite de l'âge d'or du cinéma américain dans les années 1940, la rigueur commence à s'affaiblir. En 1966, un code est réécrit, mais peu appliqué, étant remplacé en 1968 par un système de classification des films par âge.
Ce déclin de la censure, permettant notamment le développement du cinéma pornographique, ouvre la voie à des représentations plus libérées de la sexualité. Le cliché de la vampire lesbienne explose dans le cinéma d'horreur érotique des années 1970, qui manifeste une volonté de faire profit d'un genre qui permet la combinaison de la pornographie et de l'horreur, puisqu'il permet de lier nudité, sang et stimulation sexuelle du spectateur. Mais cette libération apparente fonctionne en trompe-l'œil. En réalité, la sexualité reste soumise à une représentation hétérosexuelle qui relègue la femme à un objet de désir et non pas à un sujet de plaisir. C'est ainsi que la figure de la vampire se fait le relais des craintes sous-jacentes liées au rapport entre féminité et sexualité. Avant d'être une vampire, la vampire lesbienne est avant tout une femme, dont le seul pouvoir réel est le pouvoir de séduction. Par sa sexualité libérée et son indépendance, la femme vampire, femme fatale, représente une menace et un danger pour l'ordre patriarcal. Dans son article Daughters of Darkness, Lesbian Vampire, Bonnie Zimmerman rappelle que, en fait, que la femme vampire soit lesbienne ou non, l'objet réel de son attaque est toujours l'homme. Dans les films, la vampire lesbienne vient faire chanceler un équilibre, celui du cercle familial formé par le couple hétérosexuel. C'est le cas dans le film de Roger Vadim, Et mourir de plaisir. Carmilla est jalouse du couple formé par son cousin Léopold et Georgia, car elle est amoureuse de Léopold. C'est l'annonce du mariage du couple qui déclenche sa névrose. Le désir homosexuel n'est alors que le déplacement de la sexualité. Puisqu'elle ne peut pas avoir Léopold, elle se venge sur des femmes. La vampire lesbienne est un élément perturbateur qui hypnotise la femme et dont le mari doit se débarrasser. La menace porte moins sur l'intégrité physique d'un être que sur l'équilibre de la société qui est en jeu. La plupart des films mettant en scène des vampires lesbiennes opposent deux groupes. D'un côté, un univers féminin marqué par la prédation, la douceur, les émotions et l'infantilité. De l'autre côté, un univers masculin du côté du droit, de l'ordre, de la santé et de la médecine. Cette idée est rendue explicite par le film Vampire. Le film s'ouvre sur deux femmes nues dans un lit en plein acte sexuel. S'avance alors dans la chambre un homme qui tue les deux femmes. La mise en scène rend la proximité entre le spectateur et le tueur explicite. Il s'agit de son point de vue et c'est son bras qui tient l'arme et tire pour maintenir l'ordre social. Par ailleurs, la proximité de deux femmes peut être perçue comme la crainte d'une formation d'une communauté de femmes. Le vampire lesbien, au-delà d'être un archétype, peut être utilisé pour exprimer une peur fondamentale des hommes qui craignent que des femmes qui nouent des liens entre elles les excluent et menacent la suprématie masculine. Une femme vampire qui transforme une autre femme invite à la lecture d'une destruction potentielle de l'homme. Dans The Blood Spotted Bride, si la vampire tue des hommes, c'est qu'elle souhaite se venger de l'homme qui a abusé d'elle. Il s'agit d'une vengeance envers le masculin. C'est finalement le mari de la femme envoûtée par la vampire qui tue les deux femmes dans leur cercueil. La menace ne peut être supprimée que par un homme, présenté du côté de l'ordre, mais aussi du côté de la santé mentale. L'attirance des vampires lesbiennes pour d'autres femmes est présentée comme une déviance, et l'attirance des femmes envers des vampires lesbiennes est présentée comme le symptôme d'une maladie. La femme est victime d'une étrange maladie sur laquelle elle n'a aucun contrôle, métaphore de l'homosexualité. Cet élément signale à la fois qu'une femme qui souhaite s'approprier sa sexualité est mentalement instable, mais joue aussi sur le cliché de la psycho-lesbienne, la femme lesbienne qui est une folle psychopathe prête à tout pour assouvir ses désirs. Dans le film Vampire Ecstasy, l'attirance de la femme envers les vampires s'accompagne de délires nocturnes. Ce désir est incontrôlable et témoigne d'une frustration, d'une fureur sexuelle et d'une hystérie. Son partenaire lui dit d'ailleurs « Tu es hystérique », ce à quoi elle répond « Elles sont en train de me détruire ». Ce qui la sauve finalement, c'est l'univers masculin qui maintient le lien avec la santé mentale. En effet, le spectateur est confronté à de véritables communautés d'hommes qui luttent contre la menace du vampire. Il est d'ailleurs révélateur de constater qu'il s'agit quasiment systématiquement d'hommes qui mettent à mort les vampires lesbiennes.
Et je n'insisterai pas sur la lecture potentielle que l'on peut faire d'un homme qui enfonce un pieu dans le cœur d'une femme homosexuelle. Dans Dracula's Daughter, la comtesse Zaleska réclame l'aide du professeur Van Helsing pour se libérer de ses désirs. « J'ai besoin de vous, docteur, j'ai besoin que vous sauviez mon âme. » L'attirance envers les femmes est ressentie comme une malédiction. Elle doit lutter contre ses désirs homosexuels. À une époque où les thérapies de conversion sont recommandées aux homosexuels, le choix de Maria de ne pas lutter contre son vampirisme, et donc contre son homosexualité, ne peut avoir pour conséquence que la mort. Elle a choisi la voie de la perversion, elle doit en assumer les conséquences et mourir. Par ailleurs, l'effort d'une psychologisation de l'homosexualité féminine conduit les réalisateurs à présenter l'attirance homosexuelle comme une forme extrême de narcissisme. L'attirance pour l'autre est en fait une attirance pour soi-même. Dans le film Vampiros Lesbos, les fantasmes lesbiens de Linda envers la comtesse Nadine Carodi la conduisent à en parler à son psychologue. L'homosexualité féminine est perçue comme la marque d'une insatisfaction sexuelle. Elle doit résister au désir lesbien pour pouvoir guérir. Elle y parvient d'ailleurs à la fin du film. Elle tue Nadine, regagne son indépendance et retourne à l'amour sexuel épanoui. Dans le film Vampire Lovers, l'attirance sexuelle envers les femmes est surtout symptomatique d'une nymphomanie et d'un appétit sexuel démesuré. Si une femme est amenée à faire l'amour avec une autre femme, c'est qu'elle n'est pas comblée par son partenaire sexuel masculin. Le sexe avec une femme est un pis-aller au plaisir. Ainsi, jusqu'à la fin des années 1970, la plupart des films qui exploitent le cliché de la vampire lesbienne ont un seul but, revendiqué par les affiches, l'excitation sexuelle et plus particulièrement une excitation sexuelle masculine et hétérosexuelle. La vampire est une créature sensuelle à l'appétit sexuel démesuré. Son homosexualité, anormale, symptomatique d'un trouble psychologique, va logiquement de pair avec sa monstruosité. À partir de la fin des années 1970 et au début des années 1980, le cliché de la vampire lesbienne s'essouffle au cinéma et coïncide avec l'amorce d'un changement dans la représentation de l'homosexualité et de la sexualité féminine. Les années 1980 coïncident avec les premiers mouvements d'ampleur pour les droits des homosexuels. Si le discours n'est pas encore progressiste, l'homosexualité se sépare peu à peu de la notion de monstruosité et de corruption morale. Mais la vampire lesbienne, par son attirance sexuelle, est toujours marquée du sceau de l'étrangeté. On peut identifier au sein même de l'explosion du genre dans les années 1970 des prémices à un changement qui s'opère dans les représentations, avec les lèvres rouges d'Harry Kummel. Dans le film, le prédateur n'est pas tant la femme vampire, la comtesse Elisabeth Bathory, mais le mari de la femme que convoite la comtesse. Valérie craint Stéphane, qui a des tendances violentes et sadiques. Il n'hésite pas à lui dire « Je suis un homme et elle est à moi ». Il la frappe, elle s'apprête à le quitter, et c'est à ce moment que la comtesse se rapproche d'elle. « Je vais te montrer comment sont réellement les hommes ». Les deux femmes finissent par assassiner Stéphane et boivent son sang ensemble, dans une ultime union que vient sceller la mort du mari. La relation homosexuelle offre une sortie au cercle violent du couple hétérosexuel et l'émancipation n'est rendue possible que par le meurtre du mari. La réappropriation de la représentation de l'homosexualité est, dans les années 1990, consécutive d'une question homosexuelle qui prend de l'ampleur, celle du sida. La figure de la vampire lesbienne permet de traiter de ce sujet d'une manière détournée et le vampirisme devient la métaphore de la maladie. C'est ainsi que dans Les Prédateurs de Tony Scott, le vampirisme devient la métaphore du sida qui ravage les États-Unis. Après une analyse de sang, le sang de la vampire Myriam est retrouvé dans le sang de la scientifique Sarah, suite à un rapport sexuel entre les deux. L'échange de sang est présenté comme un viol sur lequel Sarah n'a eu aucun pouvoir de décision. La vampire est une prédatrice dont le but est de transformer tous ses amantes et amants potentiels. La vie éternelle n'est plus enviable mais présentée comme une malédiction, car elle n'est pas accompagnée du don de jeunesse éternelle. Les amants de Myriam sont donc condamnés, dans un état proche de celui de momie, à habiter leur cercueil.
Si le réalisateur a choisi de traiter une question propre à l'homosexualité par ce film, la lecture que l'on peut en faire reste paradoxale, puisque le vampirisme est présenté comme une épidémie dangereuse. Ce n'est ainsi réellement que dans les années 2010 que l'on peut observer un mouvement de réappropriation de la figure de la vampire lesbienne. L'attirance homosexuelle acquiert sa propre légitimité et ne vient plus faire chanceler l'équilibre d'une relation hétérosexuelle. Le vampirisme n'est plus présenté comme une monstruosité, mais simplement comme une différence. Le succès de la web-série canadienne Carmilla, qui a généré plus de 70 millions de vues sur YouTube, témoigne de ce phénomène de réappropriation et de réactualisation du cliché. L'histoire, librement adaptée du Carmilla de Sheridan Le Fanu, place Laura et Carmilla dans un univers contemporain comme colocataires malgré elles sur le campus de l'université fictive de Styria, où se côtoient créatures fantastiques et magie. Dans la web-série, l'homosexualité n'est pas questionnée ou discutée et ne constitue pas un arc du scénario à proprement parler. L'attirance, puis l'amour entre les deux personnages est un fait acquis. On y constate par ailleurs un recours important aux références de la culture populaire associée à la communauté LGBT+, des peluches Harry Potter, un mug en forme de TARDIS en référence à Doctor Who, ou des références à la Comic-Con, qui invitent à une connivence entre les spectateurs et les personnages. Le mouvement qui s'opère dans les années 2010 est surtout à identifier dans un déplacement du public recherché. L'homosexualité féminine n'est plus un objet de désir pour un public hétérosexuel, mais un objet de représentation auquel un public LGBT+ peut s'identifier. Par conséquent, la figure du vampire n'est plus monstrueuse, mais enviable. La web-série met en avant les pouvoirs de Carmilla, sa force et son immortalité. C'est d'ailleurs ce que confirme le film Carmilla de 2017 qui clôt la web-série. Carmilla, qui avait entre-temps perdu sa qualité de vampire, se sacrifie pour libérer les esprits des jeunes filles qu'elle avait conduits à la mort. Elle retrouve finalement sa condition de vampire, mais est toujours soutenue par sa petite amie Laura. Cette réconciliation avec soi-même peut être lue comme l'ultime message de la série. Une homosexualité qui n'est plus ni monstrueuse ni dangereuse, mais normale, acceptée et positive. Le dernier film du corpus que j'étudie confirme ce changement dans l'idée de la menace. Le Carmilla de 2019 s'éloigne de l'horreur pour rejoindre plutôt le fantastique. Carmilla n'est pas explicitement un vampire, malgré son goût pour le sang qui rentre dans des jeux érotiques. Le film raconte surtout les effets désastreux de la paranoïa et de la suspicion. Parce qu'on a trouvé un livre ésotérique dans son attelage, parce que son comportement est étrange et parce qu'on l'a surprise en plein débat amoureux avec Laura, le cercle familial de Laura la prend pour une vampire et finit par la tuer. La menace est déplacée. Le mal n'est plus représenté par le vampire, d'ailleurs s'agit-il vraiment d'un vampire, mais par la cellule familiale. Le véritable danger, ce n'est plus le vampirisme, mais le préjugé. En conclusion, la figure de la vampire lesbienne se trouve à un carrefour de signification et de questions sociales. Il ne s'agit pas seulement d'un moyen de traiter de l'homosexualité, mais aussi de la féminité et de la sexualité féminine. Si la vampire lesbienne a été des années 1930 aux années 1980 un moyen de représenter l'homosexualité féminine comme une monstruosité ou une déviance, elle représente aujourd'hui un fantasme d'une toute-puissance, d'une indépendance et d'une sexualité libérée et épanouie. Je vous remercie de m'avoir écouté.